Bonjour, bienvenue dans le 18h Archive. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur la mobilisation de septembre 2014 en faveur du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne avec notre invité Jonathan Guillaume du collectif 44 = Braise. Mais avant cela, on vous donne des nouvelles de ligériens qui ont fait l'actualité ces dernières semaines. Et pour débuter, souvenez-vous de Guillaume Roland. En août 2014, ce jeune Nantais a lancé l'idée d'un réveil olfactif ou comment se faire réveiller par des odeurs de croissant chaud et de café ou bien de menthe poivrée et d'herbes coupées. Et depuis, son projet a fait du chemin. Le jeune homme de 19 ans tout juste a tout d'abord été sélectionné pour le concours d'invention de Google. Il n'a pas remporté le prix principal, mais cela a permis de faire connaître son invention. Le 27 mai dernier, il a lancé une souscription sur la plateforme Kickstarter qui lui a permis de récolter 50 000 € en une journée. De quoi lancer la production de son réveil. L'opération vient de se terminer. Le projet de Guillaume Roland a permis de collecter près de 200 000 € grâce à 1500 contributeurs, dont certains ont versé plus de 5 000 €. C'est au-delà de ses espérances. Et les premiers réveils olfactifs devraient être livrés aux contributeurs dès le mois de novembre. Pour le grand public et pour les commandes, il faudra attendre 2016. Pour plus d'infos, il y a ce site internet www.sensorwake.com. En attendant, Guillaume Roland continue de travailler sur son projet et a repris ses études en parallèle à l'Université technologique de Compiègne, c'est en région parisienne. Autre destin, début septembre, nous emmenions à la rencontre de Pierre Emeriot. Ce jeune tétraplégique était devenu le premier Mister Handy Pays de la Loire. Eh bien, Pierre Emeriot ne s'est pas arrêté là. Au début du mois d'octobre, il a été élu Mister Handy France 2015 lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Grenoble et à laquelle il avait participé essentiellement pour le plaisir. Un titre qui pourrait l'aider à appuyer son combat pour l'accessibilité des lieux publics aux handicapés. Enfin, son transfert a fait beaucoup de bruit l'été dernier. Jordan Vertou quittait le FC Nantes direction l'Angleterre et Aston Villa. Les Villans, comme on les appelle, qui signaient au passage un chèque de 12 millions € au FCN pour s'attacher les services du milieu de terrain. Eh bien, depuis, l'apprentissage de Jordan Vertou est un peu difficile. Ce week-end, il a joué l'intégralité du match face à Stoke City, mais il n'a pu empêcher la défaite des siens 1-0. Pour l'instant, ses statistiques ne sont pas terribles. 5 matchs joués, 3 titularisations, pas de but, pas de passe décisive. Le club de Birmingham pointe à la 18e place. Même destin et même difficulté pour son collègue Papi Djilobodji du côté de Chelsea qui lui n'a joué que 4 minutes depuis son arrivée à Londres. On passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archive. C'était le 27 septembre 2014. Environ 20 000 personnes étaient réunies à Nantes pour réclamer le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Et depuis, que s'est-il passé? Bonsoir, Jonathan Guillaume. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif 44 = Braise, qui fait partie de ces collectifs qui réclament le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Avant de revenir en images sur cette mobilisation, petit rappel, pourquoi cette manifestation à ce moment-là? À l'époque, on est donc, on rappelle, fin septembre. Fin septembre 2014, il y a une manifestation de 30 000 personnes dans les rues de Nantes qui demandent la réunification de la Bretagne parce que la réforme territoriale avec les nouvelles régions est en train d'être votée. C'était la 3e de l'année. Et donc malheureusement... C'était un moment stratégique. C'était un moment stratégique où... Pour marquer un grand coup, quoi. Exactement, pour essayer d'influencer aussi la loi, parce que beaucoup de gens attendent cette réunification en Loire-Atlantique. Alors justement, on va se replonger un an en arrière, on va regarder ce sujet, on en reparle juste après. C'est l'acte fondateur de la réunification. Voilà, il y a l'histoire qui nous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour permettre la réunification définitive de la Bretagne. Il fallait que les Bretonnes et les Bretons soient là et ils sont présents. Donc ça y est, je crois que c'est le moment ou jamais. On a rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Ce besoin d'une Bretagne dynamique, y compris cette partie du sud, cette partie nantaise, c'est un besoin pour une Bretagne qui soit plein de dynamisme, aussi bien économiquement, et donc moteur, même pas seulement pour la Bretagne, mais même pour le Grand Ouest, voire plus loin, qui soit moteur d'un optimisme. Pour l'instant, on est dans la rue, on milite encore, et puis on descendra de toute façon, on ira dans la rue jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause, puisqu'on sait que c'est nous qui sommes dans notre droit et eux qui sont dans le déni de démocratie. On est juste à la veille d'une révolution numérique. Il se trouve que pour le numérique, on a besoin essentiellement de gens très bien diplômés et on a vraiment des gens très bien formés et diplômés en Bretagne.
on a les réseaux, maintenant c'est une énergie qu'il faut, et l'énergie, elle pourra venir d'une Bretagne réunifiée. Alors on a vu cette mobilisation entre 20 et 30 000 personnes. Est-ce que c'est des chiffres qui marquaient vraiment un coup de force ou qui étaient un peu décevants? Vous attendiez à plus ou vous étiez dans ce que vous attendiez? Non, ce qui déçoit, faut rappeler que c'était quand même la 3e manifestation. Il y avait eu 10 000, 15 000 et là 30 000 personnes dans l'année. Donc c'était quand même une mobilisation qui allait croissante. Mais ce qui m'a déçu, moi, plus que la mobilisation, c'est tout simplement qu'on n'a pas eu la parole en tant que citoyen sur ce sujet-là. On sait que c'était sans doute en Loire-Atlantique et en Bretagne qu'il y avait une réelle attente en termes de changement des limites régionales. Et c'est le seul endroit, quasiment, où il n'y a pas eu de modification. Et c'est bien dommage. On va y revenir dans le détail sur ce qui a suivi. Si on revient sur cette mobilisation, on l'a perçu dans le fond. Il y avait Patrick Maréchal, l'ancien président du Conseil général. On avait également dans le cortège François de Rugy, mais globalement très peu d'élus de Loire-Atlantique. Est-ce que c'est ça qui a peut-être manqué à l'époque? Est-ce que là-dessus il y avait un manque de soutien politique? Ce qui manque évidemment, ce serait tout simplement un département Loire-Atlantique qui affirme clairement sa volonté de réunifier la Bretagne. Aujourd'hui, on ne l'a pas, mais je pense que ce qui se passe plus globalement derrière, c'est tout simplement une opposition entre les gens qui considèrent qu'il faut décentraliser avec des régions fortes et des gens plutôt peut-être comme Jean-Marc Ayrault qui considèrent que ça doit être les métropoles qui doivent prendre du pouvoir et qui irrigueront le territoire. Nous, évidemment, on se passe plutôt pour une région forte et donc réunifier la Bretagne, plutôt que pour des villes qui décideraient un petit peu dans leur coin et qui oublieraient le reste du territoire. Alors on entendait Christian Troadec qui, dans le sujet, parlait en évoquant cette mobilisation d'actes de fondateurs, de rendez-vous avec l'histoire. Il y avait une réelle attente quand même à ce moment-là, la volonté que cette mobilisation marque les esprits. Avec le recul, c'était un peu, c'était un vœu pieux, c'était de la méthode Coué un peu, où il y avait vraiment l'espoir que ça fasse évoluer les choses. Au-delà de la communication politique de Christian Troadec, ce qui s'est passé en réalité, c'est que depuis 2009, avec le comité Balladur, qui avait réfléchi à une autre réforme de la France, il y avait des opportunités justement de réunifier la Bretagne. C'était une revendication qui existait depuis longtemps, et là c'était un acte manqué, clair et net, mais ça ne veut pas dire que le combat est fini, puisque la réforme territoriale permet encore des modifications. Alors on va revenir dans le détail, on va continuer le calendrier. Cette manifestation, on l'a dit, 27 septembre et mi-décembre, la carte définitive des régions a été adoptée par l'Assemblée. Donc on le sait maintenant, pas de regroupement entre la Bretagne et les Pays de la Loire, statu quo, on va dire ça comme ça. C'était une déception où finalement, au fil du temps, entre ce mois de septembre et le mois de décembre, vous attendiez à cette... Il y avait des signes avant-coureurs, évidemment. On s'y attendait, en fait, depuis l'annonce de la carte par le cabinet du président, qui avait eu lieu en mai-juin 2014. On se doutait que ça allait être très difficile de faire évoluer cette carte-là. Et c'est pour ça que, justement, le 27 septembre, on avait annoncé cette campagne de votation qu'on mène aujourd'hui avec DIBAB depuis près d'1 an. Entre septembre et décembre, on a senti énormément de freins. Il y a évidemment eu des rumeurs. Cette carte, elle a été modifiée. On a senti beaucoup de freins, même de Bretons. On pense à Jean-Yves Le Drian, par exemple, qui a, semble-t-il, freiné des 4 fers pour... Ce qui est dommage, en fait, dans cette histoire-là, c'est qu'on a l'impression que certains élus... envie de garder un peu leur précaré, leurs institutions dans lesquelles ils sont élus et ne sont pas très enclins à faire évoluer leur territoire et à écouter la population. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Jean-Yves Le Drian ne voulait pas d'un Grand Ouest, mais en même temps, lui, il était d'accord pour la réunification de la Bretagne. La région Centre, avec M. Bonneau, qui est son président, lui souhaitait une région Val-de-Loire qui regroupe l'ensemble des départements des Pays de la Loire et pourquoi pas laisser la Loire-Atlantique rejoindre la Bretagne. Ce qui a bloqué en réalité... c'est vraiment la région Pays de la Loire qui a refusé tout simplement qu'on puisse discuter d'une redéfinition de cette région-là, des limites de cette région-là, et qui occasionne ce blocage actuel. Alors, une des dispositions que la loi prévoit, c'est le recours au droit d'option. Alors, on va expliquer très simplement de quoi il s'agit. C'est la possibilité qu'un département puisse changer de région. Alors, pour cela, il y a des règles très strictes. On les voit s'afficher. C'est possible entre 2016 et 2019. Les conditions, c'est le vote des 2 conseils régionaux concernés. Donc, en l'occurrence, là, ce serait Pays de la Loire et Bretagne. Et du conseil départemental concerné, donc en l'occurrence la Loire-Atlantique, et des votes qui doivent se faire à la majorité des 3/5. Très franchement, c'est quand même très compliqué de parvenir à ces conditions-là. Il y a cette possibilité offerte, mais ça paraît
très compliqué. C'est évidemment très compliqué et on a remarqué justement pendant cette réforme territoriale-là qu'il y avait régulièrement des freins qui étaient mis à un processus démocratique qui permettrait de réunifier la Bretagne. Aujourd'hui, même si c'est très compliqué, c'est possible. Nous, ce qu'on attend tout simplement en fait, des institutions, c'est qu'elles regardent la démarche qui est faite en ce moment avec les votations citoyennes qui sont organisées et qu'elles organisent réellement une consultation de la population en Loire-Atlantique et aussi en région Bretagne. C'est-à-dire que pour vous, pour 44 égale Brest, par exemple, ce droit d'option, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez avec les élus, avec... C'est l'opportunité législative qui nous est laissée aujourd'hui pour réunifier la Bretagne. Donc on est bien obligé de travailler sur celle-ci. Je pense que quand on a du courage politique et la démocratie un petit peu chevillée au corps, on essaye de consulter la population quand il y a un débat comme celui-ci. Nous, ce qu'on attend évidemment, c'est que peut-être que les nouvelles majorités des nouvelles régions entendront cette volonté démocratique. Dans le sujet de tout à l'heure, il y avait un jeune qui évoquait justement cette démocratie. Il est ressenti vraiment dans la population. Et ce qui pourrait être quand même intéressant, c'est que pourquoi pas des candidats au régional en Pays de la Loire en parlent de cette question-là et disent nous on est d'accord pour organiser une consultation et voir ensuite qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer les limites des régions. C'est-à-dire avec une région Bretagne réunifiée et une région Val-de-Loire qui correspond à l'aire géographique naturelle de la Loire. Alors il y a un an, vous l'avez évoqué, lancé des votations citoyennes. Donc votations citoyennes, c'est des votes symboliques, on peut dire ça comme ça. Pour l'instant, il y en a eu 4, c'est ça. Saint-Viaud, Langouette, Soudan, Tréfieux, c'était simplement le week-end dernier. La question qui est posée, il y a 2 questions, mais notamment celle-ci. Êtes-vous pour la création d'une nouvelle région Bretagne intégrant la Loire-Atlantique et les 4 autres départements bretons? C'est quoi l'objectif de ces votations? C'est de la communication ou c'est vraiment pour prendre le pouls aussi de la population? C'est un objectif un petit peu général. Nous, on est parti de la proposition en fait, de Philippe Grosvalet, qui est président du conseil départemental, et qui, en mai de l'année dernière, disait que si la Loire-Atlantique ne se retrouvait pas avec la région Bretagne en cas de modification des limites régionales, il organiserait un référendum. On a vu qu'il n'y a pas eu de référendum, pas de consultation de la population. Donc nous, ce qu'on s'est dit, en tant que citoyens, organisons nous-mêmes ce vote pour reconnaître l'avis de la population. Et c'est ce qu'on fait maintenant depuis novembre 2014. Donc si on regarde les résultats, globalement, vous avez à chaque fois une participation qui est entre 10 et 20% des inscrits, c'est ça. Et à chaque fois, les gens qui participent sont très majoritairement favorables. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est représentatif? Donc comment on peut se servir, comment vous pouvez se servir de ces résultats-là, de ces chiffres-là? Alors c'est vrai qu'entre 10 et 20% de participation, des fois ça peut paraître faible, mais comme vous le rappeliez, c'est une votation symbolique organisée par des citoyens eux-mêmes sans l'ensemble des moyens qui peuvent être mis d'habitude à disposition. Et puis si on compare à d'autres consultations qui ont été faites, que ce soit contre la privatisation de la Poste ou comme c'est souvent le cas, on a des élus qui comparent à l'organisation des élections primaires d'un parti politique, notamment du Parti socialiste, on voit que la participation est beaucoup plus importante. Je rappelle qu'aux primaires du Parti socialiste, en 2011, il y avait eu 6,25% de participation. Donc nous, on est clairement au-dessus. Donc ce qu'on a envie, c'est que justement, comme en plus les collectivités localement sont plutôt dirigées par le Parti socialiste, qui reconnaissent qu'il y a une réelle volonté populaire et qu'ils organisent une consultation de la population. Alors il y en aura d'autres à venir, notamment je pense à Saint-Herblain, ça sera au mois d'octobre, Soulvache, ça c'est pour les dates en Loire-Atlantique, il y en a également un peu partout en Bretagne. Il y a aussi un rendez-vous important dans quelques semaines, dans quelques mois, les élections régionales. On n'entend pas beaucoup parler, rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, de ce sujet-là, globalement, on n'entend pas beaucoup parler, à part Gilles Denigaud, qui conduit une liste dont c'est un des principaux axes de campagne. Vous comprenez que ça soit absent pour l'instant de cette campagne des régionales ? Je ne sais pas si je comprends, en tout cas, je peux l'expliquer. Vous disiez que c'était absent de la campagne. En tout cas, ce que je regarde pour suivre les élections en région Bretagne, c'est que ce n'est pas du tout absent en région Bretagne. C'est même un des sujets centraux. Quasiment toutes les listes en parlent. C'est absent en Pays de la Loire, alors. C'est absent en Pays de la Loire. Et à mon avis, le problème, c'est évidemment qu'on parle de Pays de la Loire. Les 2 principales listes, celle des Républicains et du Parti socialiste, ont mis Pays de la Loire dans l'intitulé de leur liste, alors qu'il y a un an...
il parlait de fusion Bretagne-Pays de la Loire. On a l'impression qu'avec cette réforme territoriale-là, il n'y a plus vraiment d'ambition de proposer tout simplement un projet politique territorial, d'avoir des régions qui servent vraiment à quelque chose et dans lesquelles les gens se reconnaissent. Et c'est bien ça le problème. Peut-être que la liste de Gilles Denicot fera émerger cette problématique-là pendant les régionales, ou peut-être pas. En tout cas, cette différence d'intervention peut-être médiatique qu'il y a au niveau des élections régionales sur le sujet de la réunification, évoluera dans les semaines qui viennent avec la votation. Et tout de même, suite à cette réforme territoriale, on a le sentiment que, dans la tête des gens, peut-être que les gens se disent c'est cuit, c'est fini, il y a plus, on passe à autre chose, ça ne sera pas avant plusieurs dizaines d'années. Vous pensez le contraire? C'est un peu ça le problème, c'est de dire bon, on ne résout pas le problème aujourd'hui, comme ça il sera terminé. Je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie attente dans la population, les sondages le montrent clairement, et c'est pas parce que la réforme territoriale sera passée qu'on va dire aux gens non, il n'y a plus moyen d'évoluer, qu'ils vont arrêter de militer pour ça. Le sentiment breton en Loire-Atlantique continuera à perdurer. Les activités culturelles, on va dire bretonnes entre guillemets, qu'elles soient linguistiques ou plus au niveau de la danse, continuent de se développer. Je pense que les gens continueront à se sentir bretons, en tout cas pour une part d'entre eux en Loire-Atlantique, et voudront la réunification de la Bretagne. Et ce n'est pas la réforme qui annihilera complètement cette revendication. En quelques mots, vous y croyez à ce rattachement d'ici quelques années? Évidemment, j'y crois parce que tout simplement, ça me semble légitime, naturel, ça profitera à tous, ça sera plus démocratique, et c'est pour ça qu'on organise les votations. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On rappelle, les votations citoyennes Saint-Herblain, je crois que c'est le 18 à la prochaine octobre. Loire-Atlantique, le 18 à Saint-Herblain. Venez voter, pour ou contre, au moins donnez votre avis, on vous le permet. Et puis il y aura également Soulvache, on suivra tout ça. Et merci beaucoup d'avoir été notre invité. Voilà, c'est la fin de à 18h Archive. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet, mais également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.